Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode avec Antoine, notre expert process et automatisation. Nous avons échangé autour de son quotidien d'architecte business. Et vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien avec ses clients, comment il les accompagne, les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. Comme l'épisode avec Arnaud sur son expertise, vous allez voir que cet épisode a un double objectif. Tout d'abord, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un expert en process et automatisation. Vous allez pouvoir vous questionner sur est-ce que aujourd'hui vous avez besoin de vous faire accompagner sur cette prise de recul que permettent en fait les process, ou encore vous faire accompagner pour optimiser la productivité de votre business et mettre en place des automatisations. Mais aussi, le deuxième objectif, c'est de vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect process et automatisation d'un business en ligne. Parce que, vous allez le voir, Antoine nous démontre très bien d'ailleurs que l'automatisation n'est pas une fin en soi. Vous allez découvrir les choses à prendre en compte dans la gestion de process et pouvoir noter tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce dont votre business a besoin aujourd'hui pour avancer dans cette bonne direction de la mise en place de process et peut-être d'automatisation. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Antoine, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Et toi, ma chère Sonia? Écoute, ça va super. Je te remercie. On est parti dans cet épisode pour papoter un petit peu de ton activité de prestataire. L'idée ici, c'est de comprendre à quoi ressemble l'intervention d'un... Je ne sais même pas quel mot mettre d'ailleurs. Comment tu te définis? C'est quoi la ligne métier sur LinkedIn? Alors, la ligne métier sur LinkedIn, c'est architecte process. Ok. Voilà. Ok, donc à quoi ça ressemble l'intervention d'un architecte process? Qu'est-ce qu'il fait? On en a parlé quand même un petit peu dans les précédents épisodes. Mais en vrai, au moment où on tourne, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier. Donc, ouais, du coup, allons-y aussi là-dessus. Parce qu'en fait, souvent, quand on dit process et automatisation, on imagine souvent un livrable, une espèce de fusée avec du Make, du Zapier, du Notion, enfin plein d'outils comme ça reliés les uns avec les autres et des data qui arrivent automatiquement, enfin bref, une espèce de truc comme ça un peu magique. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est ça ton métier? Est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? Dis-nous tout. À quoi ça ressemble? Alors, il y a une partie un peu magique, surtout pour les personnes qui sont pas très fans d'informatique, en effet, de voir tout se faire automatiquement. Mm. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais après un an ou deux, ça reste un peu magique, hein, pour le coup. Bon, c'est un peu moins glamour qu'il n'y paraît. En vrai, avant la phase de construction de la fusée, il y a une phase de compréhension du besoin. On a évoqué dans un épisode précédent, au suivant, on verra, la fameuse méthode en 5 étapes de je définis le besoin, j'essaie de supprimer, etc. Il y a vraiment cette étape-là. Ce qui fait que je me définis pas forcément comme un automatisateur, pas très clair comme terme, mais Ouais. je me définis pas dans ce qu'on appelle la communauté un no-code maker ou un maker, Oui. dans le sens où je me considère plus sur une partie en amont, sur la partie process, quel que soit le type de process, hein, on a parlé de management, on a parlé d'opérationnel, on a parlé de plein de choses, quel que soit le type de process, je me positionne plutôt en amont sur comment je peux faire en sorte de pas avoir à automatiser plutôt que de le faire. C'était une des petites blagues à mes clients, en mode, si je peux ne pas automatiser, en fait, je n'automatise pas, parce que ça sert à rien de te mettre un truc. Voilà. Et j'ai un petit dicton comme ça, un des anciens mantras d'entreprise, c'était process over product, ou automatisation sans process n'est que ruine du portefeuille, comme tu veux, parce que finalement, ça sert pas à grand-chose. Donc la première étape, c'est vraiment comprendre ce qui est voulu. Et là où moi j'aime bien pousser un petit peu le bouchon plus loin, Maurice, c'est de vraiment aller gratter le pourquoi du comment, de tu veux ça, etc. Parce que si il y a juste une demande qui tombe,
on peut se dire, OK, moi, en tant que presta, mon boulot, c'est juste de livrer le livrable qui est Mm. mon automne et être chez le bon dimanche. Là où moi, je considère que mon travail, c'est d'aller comprendre le process, challenger le process, qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval, quel est le besoin au milieu, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir des paillettes ou pas, est-ce qu'on peut juste avoir un truc très très simple, etc., etc., etc. C'est vraiment ce travail-là, moi j'appelle ça un point de vue holistique, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme ça que je Mhm. l'appelle, de dire, OK, je prends du recul, je comprends ce qu'il y a avant, je comprends ce qu'il y a après, et en fonction des besoins, je fais quelque chose. Parfois, il n'y a même pas besoin d'automatisation, parfois c'est juste, attends, on va juste en fait reprendre le flux d'avant qui marchait très bien, et on va rajouter ça, ou on va enlever ça, et on va s'enlever cette problématique-là. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, si je viens avec mes problématiques d'entreprise, je pense que j'ai besoin d'automatisation parce que je suis un petit peu dans le jus, je sens qu'il y a des optimisations en fait possibles dans mon business. La première chose que tu vas faire, c'est d'abord démêler la pelote de laine. C'est la première chose que tu fais. Tout à fait, c'est ce que j'appelle un audit, c'est ce que beaucoup de Yes. monde fera pour le coup. Oui. C'est en gros comprendre ce qui se passe, comprendre là où on met les pieds, comprendre aussi quelle est la culture d'entreprise. Alors pourquoi je parle de culture d'entreprise? Parce qu'il y a des entreprises par exemple où c'est OK d'envoyer des mails en automatique, d'autres où on veut absolument garder les mails à l'écriture à la main par exemple. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre pour pas faire une propale qui est complètement à côté par exemple. Mm. Et une fois qu'on a démêlé ça, on peut commencer à travailler sur justement, OK, maintenant, comment mettre en place des process plus intelligents, potentiellement en automatisation, mais l'automatisation n'est pas une fin en soi. En fait, là, alors, à part certains prospects particuliers, j'en ai il n'y a pas longtemps qui m'a dit je veux automatiser pour utiliser l'intégralité des outils à ma disposition. OK, mais ça sert à rien en fait. Enfin, pourquoi? Le besoin, il n'est pas d'automatiser. Le besoin, il est plus profond. Il est OK. J'arrive pas à suivre la cadence. Beaucoup de personnes ont des irritants chez moi, etc. C'est ça qu'il faut identifier. Et automatiser n'est pas forcément rendre un service. Parce que automatiser, alors on pense que quand c'est automatique, tout se passe tout seul. Alors oui, sauf quand ça plante, sauf Mm. quand Google met à jour son API comme ils l'ont fait il y a 3 jours et qu'il y a tout qui vire au rouge parce qu'ils ont prévenu personne. Sauf quand. Donc ça demande quand même une certaine maintenance. Alors évidemment, après, quand c'est fait par des professionnels, ça fonctionne très bien et le but, c'est pas de passer son temps à courir après, évidemment, ça reste stable, mais une automne doit être maintenue parce que il y a des petits machins qui changent, on veut changer l'email, on veut changer une personne qui s'enlève, du coup, il faut changer un truc, etc., etc., etc. Et ça, si c'est pas du tout votre domaine de base, ça peut être assez compliqué. Je sais que Zapier est un outil qui paraît très très simple et où on peut changer facilement des choses et encore, mais Zapier est simple, Zapier est l'équivalent d'un Mac, c'est extrêmement beau, ça marche extrêmement bien, mais c'est extrêmement cher et ça fait pas tout ce qu'on veut. Mec est plutôt sur du Windows un petit peu hardcore, mais il faut vouloir mettre les mains dedans. Et si vous voulez aller sur l'extrême type Linux pardon ou autre, il y a N8N, mais là qui est à un autre niveau encore, qui est beaucoup beaucoup plus complexe et il faut limite savoir coder pour pouvoir s'en servir. Euh, de quoi on parlait déjà? Et en gros, je te demandais euh, comment tu fonctionnes. Tu arrives et tu démêles la pelote et on était parti sur le fait que l'automatisation n'était pas forcément la première réponse, quoi. Tout à fait, tout à fait. Pas du tout la première réponse. C'est plutôt en fait un second ou un troisième volet dans je vais d'abord comprendre le besoin, optimiser les process s'il y a besoin, et in fine seulement commencer à automatiser. Et la première question que je vous engage à faire avant même d'appeler un expert process automatisation, demandez-vous si vous avez besoin de faire ça. Ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de ne pas faire ce que vous voulez faire finalement? Est-ce Mm. que vous en avez réellement besoin? C'est ça le point. Et j'ai pas de débat, il y a des process, forcément, ça fait complètement sens. On va pas se mentir, la majorité des process arrivent à un moment ou à un autre sur l'automatisation, mais pas nécessairement. Parfois, les process sont tellement complexes et tellement complètement enchevêtrés, etc., que ça vaut peut-être pas le coup. Il y a bon, on est en mars, on est fin mars. ChatGPT 3,5 et 4 vient de sortir et c'est toute la crazy, etc. Beaucoup de monde se dit super, j'ai plus à écrire d'articles de blog. Bon courage. Pour les automatisateurs et pour les processeurs, on va dire,
ça va surtout permettre en fait de traiter certains petits process qui à date devaient être faits à la main et qui potentiellement pourront être faits de façon un peu plus clean. Par exemple, on peut très bien imaginer brancher ChatGPT sur la réception des emails et dire OK ChatGPT, dis-moi si le mail est urgent et fais-moi un résumé de la demande et après venir créer une tâche par exemple dans un Asana, etc. Ce qui évite d'avoir à lire l'intégralité des tâches et ainsi de suite. On peut imaginer plein de petits nouveaux trucs comme ça. Et ça fait complètement partie de mon métier, une des parties les plus rigolotes, de continuer à se demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bout de techno-là? Comment est-ce que je pourrais faire le truc, etc. Je donne un exemple que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me déplace, c'est un de mes clients chez eux, et quand on se déplace et quand on est indépendant, forcément, on a des frais comptables, on doit dire j'ai fait tant de kilomètres, machin, etc. Moi, personnellement, j'oubliais une fois sur deux, c'est pas mon truc, j'aimais pas, ça me prenait du temps, etc. Et je me suis dit, mais attends, un petit truc qui me calcule le trajet aller-retour à chez moi, ça doit exister. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon iPhone, alors c'est sur iPhone. J'ai pris mon iPhone, j'ai fait un petit programme. Quand j'appuie sur un bouton, ça me géolocalise, ça envoie la donnée à l'API qui me renvoie, eh ben, tu es à 12 km aller-retour de chez toi, et ça vient créer une ligne tout seul dans mon truc comptable. Pas mal. Voilà, ouais, ça elle m'amuse beaucoup, celle-là, pour être honnête. Mais il y en Mais a plein, hein, c'est c'est pas un du peu tout le la... côté, c'est un peu le côté de ton métier entre guillemets qui fait rêver, et c'est ça, je pense, qu'on vient acheter principalement. En quelque sorte, tu sais, il y a un peu, tu le disais tout à l'heure, tu te définis pas comme un expert no code, mais il y a quand même cette dimension-là dans ton métier, et c'est vraiment ce côté, tu vois. Qu'on aime voir, qu'on aime lire, qu'on aime découvrir. Oh, mais c'est génial parce qu'en fait, automatiquement, ça pourrait envoyer ci, ça. Et on a cette sensation qu'on n'aurait plus besoin de penser aux choses du quotidien, en fait. Alors, peut-être pas quand même, mais en fait, il y a ce qui fait rêver, en effet, c'est non pas forcément la partie pure technique, parce que c'est pas forcément la plus intéressante, mais c'est qu'en fait, dans nos métiers, on arrive à mettre en relation la technique avec le quotidien. Et qu'on Mm. arrive à dire, bah attends, ça je te fais en full auto, en fait, bouge pas, j'arrive. Et on arrive à des trucs très très drôles où j'ai des clients qui me disent, ah, tu penses que tu pourrais le faire en automatique? J'ai mis 3 heures. Pas, j'arrive, 3 minutes plus tard, tiens, c'est fait, ça prend 15 secondes. En général, ils aiment pas. J'en ai une comme ça où j'avais un client qui, malencontreusement, avait créé 3200 tags sur ActiveCampaign sans faire gaffe. Ça Oups. fait beaucoup de... Ouais, oups, là, quand je me suis rendu compte, j'ai un peu râlé. Bon, à la mano, il y en a pour 10 ans, hein, et en fait, bah, j'ai juste créé une automne qui les supprimait, au fur et à mesure. Bon, Mm. elle a mis 10 minutes, hein, mais c'est quand même moins que 10 ans. Ah oui, oui, oui. Mais Oui, je pense par exemple, tiens, ça me fait penser, tu vois, est-ce que tu as ce genre de demande de temps en temps qui est, je pense à un entrepreneur qui crée beaucoup de contenu et sur ses 300 vidéos YouTube, on a un lien qui va vers un lead magnet ou je ne sais quoi. Et en fait, pendant ses premiers instants d'entrepreneuriat, il n'avait pas pensé à mettre un lien unique ou un bit.ly ou un truc comme ça qui fait que tu peux changer ce qu'il y a derrière. Et hmm, donc, tu es obligé d'aller changer le lien, par exemple, sur les 300 vidéos. Tu es content, hein, alors tu demandes à ton assistante, éventuellement. Mais est-ce que c'est typiquement, tu vois, le genre de petite problématique qu'on peut venir chercher chez toi? ouais, alors ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une réponse en deux temps. La Ok. première, c'est... Ah, dommage. Oui. La première, c'est comment tu mets en place un process... Enfin, comment tu mets en place un process, non pas de publication de vidéos YouTube, mais de réflexion par rapport à ça. Je veux Mm. publier un truc YouTube, vers quoi je veux que ça renvoie? Je veux que ça renvoie vers truc machin bidule. Ok. Mm. Eh ben on va réfléchir parce que peut-être que ce lien-là, il va évoluer. Comment on fait en sorte de pouvoir le rendre évolutif, etc. Et ça fait aussi partie de mon métier de penser à ces choses-là en mode, bah non, attends, 15 secondes, fais pas ça parce que là, t'imagines pas la maintenabilité, enfin, il n'y en a pas en fait. Faut tout faire à la mano, c'est un enfer. Oui, tu vas gagner 10 minutes maintenant, mais tu vas perdre 10 ans après. Donc, Mm. attends, attends, bouge pas. C'est ça. Comme disait Einstein, Newton, je sais plus, si tu as 1 heure pour couper un arbre, passe 55 minutes à aiguiser la hache. Il y a un peu de ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. La deuxième partie, en fait, c'est que on parlait de la magie tout à l'heure. C'est qu'en fait, beaucoup de, alors j'appelle ça des logiciels, mais en vrai, c'est des SaaS, Software as a Service, c'est pas Mm. YouTube ou Google, ont ce qu'on appelle des API. Alors, un API, pour les profanes d'informatique, c'est un espèce de connecteur qui permet à un programme informatique ou à un mec, à un Zapier, ce que vous voulez, de venir se connecter et de faire des actions à votre place. Voilà, c'est ça, un API. Euh,
quasiment dès qu'on a une API, on peut venir faire des choses en automatique. Par exemple, alors je connais pas par cœur l'API de YouTube, pour être honnête, ça fait partie du métier justement d'aller s'amuser ou pas à ouvrir les API, à comprendre ce qui est faisable ou pas, mais il me paraît très logique de dire, d'ailleurs je dis ça mais je le fais pour un client, récupère-moi la description qu'il y a sur YouTube, repère-moi un truc qui ressemble à https et qui finit par .bo, .com, ce que tu veux, et remplace-le-moi par ça, c'est très faisable. C'est très faisable. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut réfléchir sur quels paramètres, à quel moment je tombe là-dessus. Mais j'ai une vidéo, peut-être, attends, mais là, j'ai changé de lien, c'est pas un point BE, c'est un point bit.ly, je sais plus où j'en suis. Et en fait, dans ces cas-là, si vous voulez qu'une autom marche, il faut absolument penser à tous les cas possibles et imaginables. Parce Et qu'une oui, autom, par définition, c'est con. Ça fait oui, exactement ce qu'on lui dit de de faire. faire. J'avais une mère informaticienne, j'avais toujours ma mère informaticienne d'ailleurs, et qui disait l'informatique, c'est pas compliqué. Si jamais ça marche pas, c'est parce que c'est toi qui lui as dit de faire un truc qui marche pas. Donc, râle pas sur l'ordi, râle sur toi. Ah, c'est pas bête, ça. Et c'est ce qui est très frustrant, en fait, quand entre guillemets, les personnes qui savent pas trop s'y mettre, c'est qu'elles vont passer des heures à essayer de bidouiller des trucs. Mais il y a des choses il y a des choses qu'à un moment, il faut arrêter. C'est pas la zone de génie et c'est pas grave. Donc, Mm. oui, c'est faisable. Dites-vous qu'à partir du moment où un logiciel, une API, on peut faire absolument des miracles. On peut faire des choses assez impressionnantes. Juste un exemple, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec des collègues. Pour certains de mes clients, je travaille à l'heure. Très peu, mais pour certains, je travaille à l'heure. Et du coup, j'ai un dé à 8 faces. Bon, voilà, tu le verras, Sonia, mais les auditeurs ne le verront pas. J'ai un Mhm. espèce d'énorme dé à 8 faces, en fait, qui enregistre la face sur laquelle il est, et qui me dit, bah là, Oui, on est en train de faire ça, etc. Time alert, pour pas les citer. Euh, et du coup, ce que je fais tous les soirs, c'est qu'au démarrage, j'enregistrais, j'étais sur mon logiciel. Tous les soirs ou toutes les semaines, j'allais enregistrer mes temps, sur le tracking de mes clients, etc. C'est mignon, mais ça prend 10 minutes chaque soir et quand il est tard, on a autre chose à faire. mm. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, ils ont une API, ils ont une API, bouge pas, j'arrive. Et du coup, maintenant, tous les soirs, automatiquement, ça aspire mes données, ça les renvoie sur le tracking de mes clients et j'ai un petit message sur Telegram qui me dit, tu vas passer tant de temps, tant de temps, tant de temps. Il n'y a jamais aucune erreur. Bah, vu que c'est automatique, il n'y a pas d'erreur de virgule, hein. Mm. Tant que les API ne changent pas, etc., ça fonctionne très bien. Donc, c'est ce genre de petits machins-là auxquels on ne pense pas. Typiquement, c'est ce qu'on appelle des irritants. On est tellement habitué à le faire qu'on ne Oui, pense même plus se dire, ah, mais attends, je peux le faire en auto, ça, en fait. On peut. Et on peut faire une quantité de choses absolument monstrueuses en automatique qu'on ne s'en rend même pas compte, hein. C'est assez impressionnant. Dans le genre youtubeur assez connu, il y a Shubham Sharma, qui est oui, extrêmement connu dans le domaine. On a nos petits différents par rapport à certaines choses, mais en tout cas, il fait un très très gros job de oui. vulgarisation de ce qu'on peut faire. Et je mentirais en disant je ne m'inspire pas de ce qu'il fait, parce que là, j'ai une vidéo qui traîne, je sens que ça va passer. Et c'est hyper intéressant parce qu'en effet, en plus, il est développeur, donc il peut encore Ouais. plus loin. Euh, on peut aller très très loin dans ce qu'on fait. J'ai un collègue qui s'appelle Thibaut, si tu nous écoutes, voilà, qui sait faire des choses assez impressionnantes, qui pour le coup, lui, est aussi ancien dev. Et quand il fait, c'est de l'art. Il me dit, ah, attends, j'avais Mm. jamais pensé à ça, c'est vachement. D'ailleurs, passant le coup du timeler qui est relié directement, vient de lui directement. Donc, rendons à D'accord. César ce qu'il y a à César, ça vient de lui. Et ce qui est intéressant, c'est justement de savoir qu'en fait, vous ne connaissez pas 15 ou 20% de ce qui est faisable en automatisation. Voilà, c'est vraiment un point qu'il faut le dire. Si vous voulez discuter avec une personne qui fait ça, ne vous britez pas. Et ne dites pas, je veux ça à ça, mais Je vois ce que tu dites-vous, veux dire. moi, j'aimerais qu'il se passe ça. Oui, Et peu parfois, importe après. voilà. Ouais, ouais. Alors, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, hein, faut pas déconner. Oui, pour connaître un peu le travail de Thibaut, parce que je travaillais avec lui chez une cliente notamment. Euh, il fait de l'orfèvrerie. On est d'accord là-dessus que Ah, c'est c'est beau. c'est beau en quelque sorte. Alors c'est très rigolo parce que on en discutait d'ailleurs Thibaut, si tu nous écoutes, tu vas beaucoup rigoler. On en discutait avec ma cliente et qui est sa cliente aussi du coup pour qui il travaille, où des fois on pose des questions à Thibaut. C'est tellement limpide pour lui ce côté automatisation technique que en fait, on se retrouve bête à avoir posé la question. Ah ben oui, parce que même sa réponse, en fait, elle est ultra simple. Et on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr. En fait, pourquoi j'ai même posé la question, en fait. Donc oui, oui, il y a vraiment en fait comment dire, un peu une façon de penser aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. Faut pas forcément arriver avec une demande. Voilà, je voudrais relier ça comme ça avec ça, mais plutôt dire, voilà le résultat que j'aimerais avoir. Voilà pourquoi j'ai besoin de ça. Et en fait. Au technicien un petit peu de faire sa magie et de connecter ce qui s'est connecté en fait. Exactement.
Et du Euh, coup, on travaille très bien avec Thibaut, parce qu'on travaille aussi ensemble pour certains points. hmm. Lui est très très technique et très 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 bon techniquement. Et moi, je suis un peu moins bon techniquement parce que je ne suis pas développeur à la base, mais j'ai ce côté plus process. Oui. Et à deux, on fait des étincelles parce que du coup, quand le process bloque, c'est la technique qui prend le relais, etc. Et on arrive à faire des choses assez jolies, pour être honnête, assez clean. Ouais, oui, c'est ce que tu disais, hein. Toi, tu as surtout l'approche process, en fait, Mm. architecte au départ. Et bien sûr, du coup, tu maîtrises aussi l'aspect technique, mais c'est pas forcément. Enfin, c'est pas que c'est pas ta zone de génie, mais c'est pas là où tu vas le plus apporter de valeur à ton client, en fait. Voilà, disons qu'il y a des gens qui le font très bien et plus efficacement que moi, Mm. pour moins cher aussi parfois. L'avantage, c'est que si je sais pas faire, j'ai la capacité de le faire parce que je sais le faire et je peux Oui. l'implémenter. Par contre, si j'ai pas la compétence ou la capacité pour le faire, je sais aller chercher les gens qui savent le mettre en place et je sais quoi leur dire. C'est notre problématique, c'est entre les besoins clients et les besoins techniques. À tous les informaticiens qui nous écoutent, en général, il y a un gap et la compréhension entre les deux n'est pas forcément très simple. Et du coup, c'est aussi une grosse partie de mon rôle, c'est de Mm. traduire, on va dire techniquement, les besoins clients, besoins qui ont déjà été créés par. Non, mais attends, ça sert à rien ça, on va faire autrement. Je vois l'idée. J'ai une petite question. Quand tu livres en quelque sorte une automatisation, comment Mhm. ça se passe? Est-ce que on a nécessairement besoin de toi pour la maintenir? Est-ce que c'est possible? Alors ça peut être propre à toi ou ça peut être un peu plus généraliste sur ce type de métier-là, pour bien comprendre. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir une livraison d'automatisation que je vais pouvoir maintenir moi, qui suis pas forcément experte en automatisation? Comment tu travailles à ce niveau-là? Comment ça se passe? Alors j'ai une approche un peu particulière, je pense, par rapport à ça, mais bon, mes D'accord. collègues me diront pas. C'est qu'en fait, je livre jamais d'automatisation finie. Je m'explique. Il fait pas son travail, en fait, Antoine. Voilà, il fait pas son travail. Non, justement, je fais trop mon travail dans le sens où je pars du principe qu'il vaut mieux mettre sur place une automatisation qui est bancale, mais qui répond au fameux minimum viable process dont on a Mhm. discuté, et après l'étoffer s'il y a besoin, que de partir d'un énorme cahier des charges et de livrer plus tard, pardon, quitte à que ça soit quelque chose qui a évolué. D'accord. Donc c'est pour ça, du coup, je préfère avoir livré morceau par morceau, quitte à rediriger si ça fonctionne pas, etc. C'est vraiment un politique, Ok. et c'est aussi le cas pour les process en passant. Sur la partie du maintenable ou pas, alors une fois que la technique est mise en place et que tout fonctionne, il n'y a pas de raison. En gros, c'est juste mettre une documentation, voilà. Alors après, c'est à quel niveau on met de détails. Oui. Euh, Moi personnellement, enfin, j'ai un coding qui en théorie te permet de s'y retrouver, sachant que même si tu connais pas Mec par exemple, si je te donne toute la doc du monde, tu vas pas comprendre. Parce que voilà, il y a des données de partout, c'est très technique, etc. Donc c'est plutôt de laisser assez de documentation aux potentiels futurs confrères techniques qui pourra reprendre s'il y a besoin. Après, s'il s'agit juste de changer un nom, de modifier un email, etc., ça en général, on fait des mini-procédures en mode bah, tu cliques là, tu vas sur ce module-là, là tu fais ça pour vérifier que ça fonctionne bien, etc. etc., etc. Voilà. Ok. Soit ça, soit ce qui se fait aussi pas mal, c'est des contrats de maintenance en fait, sur voilà, j'ai juste besoin de changer un petit truc, etc. Bah ok, pas de souci. C'est facturé à l'heure et je viens modifier ça comme tu veux, etc. Voilà. Ce qui est pas trop mon approche, ce qui est plutôt une approche maker, là où moi je suis plus complètement, alors pas forcément complètement intégré à l'entreprise, mais je suis plus sur des missions de long terme avec mes clients, donc quand ils me le demandent, évidemment, bah, c'est fait parce Oui, qu'ils me le demandent, donc il va pas facturer une heure, sachant que voilà, un peu ça. je vois l'idée. Mais c'est intéressant, je te posais la question. En gros, c'est pour savoir sur quoi on doit être vigilant aussi quand on n'y connaît rien et qu'on demande en fait à quelqu'un de nous faire un process et une automatisation. Là où il faut être vigilant, par exemple, si j'entends bien, c'est qu'il y ait un petit peu de data, enfin de De doc. documentation en tout cas, Mm. pour soit moi maintenir si jamais la presta n'est pas long terme, soit en effet donner au prochain prestataire si prochain prestataire il doit y avoir, et ne pas se retrouver un peu en mode bah, ok j'ai un super outil mais je suis Alors, incapable de m'en servir quoi. c'est un peu le piège de Mm. l'automatisation, parce que pour une personne qui n'a jamais mis les mains dedans, autant un Zapier, ça reste intelligible, on va dire, même si Zapier n'est vraiment pas un outil, enfin,
Je recommande pour le coup, ça coûte très très cher pour le coup. Mhm. Un make, si vous n'avez pas l'expérience de make, ça va être complètement overwhelming, je ne l'ai pas en français. Vous êtes complètement débordé en fait par l'outil, pas parce que vous êtes bête, parce que bah, l'outil est finalement très complexe. Enfin, nous, on a l'habitude maintenant, on voit un scénario, on Ouais. sait ce qu'il fait, mais un scénario qui est mal paramétré, où on n'a pas les bons termes, oh là, on va cliquer sur chacun des trucs pour comprendre ce qu'il fait, ça peut être très très long. Et c'est un peu le piège en fait, c'est qu'on se dit, ah c'est génial, c'est automatique, ça va marcher à vitam aeternam. Bah non, en fait, ça va pas marcher à vitam aeternam. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs, c'est normal, c'est de Mhm. l'informatique. Donc parfois, il y a des petits trucs à résumer, etc. Et pensez que si vous avez aucune connaissance en automatisation, vous allez pouvoir le débrouiller tout seul, bah, avec tout le respect que j'ai pour vous, bon courage. Parce que c'est pas votre métier. Ouais. Moi, je suis pas copywriter. Si on me demande d'écrire, si j'avais un mec qui écrivait mes emails et que je lui dis, bah c'est bon, t'arrêtes, ça fonctionne, je m'en charge. Bah, l'email suivant, il va être dégueulasse, hein, même si j'ai tous les modèles du monde, hein, pas de débat. Ouais, Et je c'est vois pas, l'idée. et c'est pas votre métier. Donc finalement, la question à se poser, c'est toujours une question de temps, hein, c'est temps-argent, c'est l'équivalent. Mhm. Qu'est-ce qui va me coûter le plus cher? Est-ce que c'est la maintenance? Ou est-ce que c'est le fait de passer 4 heures dessus parce que j'arrive pas à le faire tourner, que ça va fonctionner, etc. C'est toujours un trade-off, à savoir que quand on met la main là-dedans, bah, il y a toujours ce trade-off qui va se mettre en place et il faudra toujours se dire, OK, ça me rapporte de l'argent. Enfin, il faut se dire que ça le rapporte de l'argent et pas que ça en coûte. Même si au final, sur la bottom line, bah, ça a peut-être coûté de l'argent en maintenance, forcément. Par Oui. contre, ce qu'il faut regarder et ce qui est un peu insidieux dans notre métier, c'est qu'en fait, on fait gagner énormément d'argent et de marge aux gens, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui, 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 oui. On a eu un prospect il n'y a pas longtemps avec Thibaut, justement. Euh, Quand il nous a expliqué sa problématique, on a discuté après, on lui a dit, bah, on s'est dit, bah, en fait, on automatise tout son job. Il n'y a plus rien à faire, en fait. Enfin, c'est En fait, le fini. mec, il part à la retraite, là. Non, mais en réfléchissant, on lui a dit, ben, en fait, il va passer 1 heure sur son job. Et c'est pas grave, hein, c'est pas de Mm. souci. Après, forcément, il y a un pricing qui va avec parce qu'on délivre Oui. un service. Les prix peuvent paraître un peu élevés, mais il faut comprendre qu'on price pas forcément au temps passé, on price aussi à la valeur ajoutée qu'on apporte. Ok. Surtout quand on est sur du haut de gamme, quand on est sur du premium, etc., qu'on fait un accompagnement sur le long terme. Donc il faut voir en fait pas l'automatisation comme automatique, je gagne du temps, YOLO, c'est la fête, mais aussi sur oui, il y a un coût, mais finalement ce coût te permet de dégager énormément d'autres choses. C'est ça Ouais, qu'il je faut vois. regarder finalement. Hyper intéressant ce point de vue-là. Mais donc là, j'en reviens à aller écouter les épisodes que j'ai tournés avec Arnaud, qui est notre expert finance de cette saison, et où comment dire, on exploite un peu, on développe un peu ce questionnement de comment je sais en fait dans quoi je dois aller investir, qu'est-ce qui est intéressant pour moi. Alors il y a aussi, moi aussi je peux apporter ma petite pierre là-dessus, c'est cette question de vision, d'objectif, de en fait où je veux aller, où je veux emmener mon entreprise. On ajoute à ça la couche analyse financière qui permet de répondre en fait quelque part à cette question-là de ce point de vue-là. Et ensuite, ben, si toutes les réponses sous les feux sont au vert pour aller vers ce que tu décris, on peut y aller en effet, enfin complètement quoi. Et Ça encore une reste un fois, coup, mais ouais. on est très dans la technique, mais pensez tout d'abord à faire du process et à savoir où vous allez avant de mettre quoi Mm. que ce soit en place. N'oubliez pas que la meilleure automatisation à mettre en place, c'est celle que vous n'avez pas à mettre en place. Très clairement. Ouais, c'est marrant de le dire comme ça, mais je vois très bien. J'assume complète. Je vois très bien. Je rebondis très rapidement sur Make. Tu vois, donc avec Lucas, mon mari, on est en train de développer, enfin au moment où on tourne cet épisode, on est en train de développer une application qui normalement sera sortie au moment de cet épisode. Et on avait une petite automatisation à faire justement pour relier en fait les inscrits à notre application vers mon logiciel de mailing qui est ConvertKit. Et donc, par défaut, je lui dis, ben, passe par Make. Je me dis, le mec est développeur, il va nous faire un petit truc, ça va être vite fait. Et en fait, figure-toi qu'il a préféré coder lui-même le truc depuis l'application plutôt que de passer par Make. Non pas qu'il comprenait pas forcément Make, mais il y a ce côté un peu complexe qui demande un peu de temps de compréhension, je pense, de comment fonctionne en fait la plateforme, où en fait c'était beaucoup plus simple pour lui de travailler directement dans son langage et dans sa façon de fonctionner. Donc pour moi, c'est un exemple qui montre que oui, Make, c'est pas non plus si simple que ça et qu'il faut vraiment aller se plonger dedans si on a envie de travailler avec, quoi. Et c'est un des vrais points, c'est que
Make et Zapier et autres sont ce qu'on appelle des outils no-code Mm. ou low-code, avec Oui. peu de code, même parce que c'est ça qu'on n'a pas, sachant qu'un développeur pourra vous faire ça, alors pas pour moins cher sur la façon de le faire, mais sur le coût d'opération, pourra vous faire ça beaucoup moins cher. Faut Mm. savoir, hein, c'est littéralement, Make vous facture des choses qui, si vous le faisiez en code de votre ordinateur, seraient gratuites. Oui, Il faut être clair par rapport à c'est ça. ça. Et oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a une action, Make va venir nous Ouais. facturer, en fait. Ah, oui, ça va enlever des actions, C'est ça. va décrémenter un quota d'actions qu'on a, en effet. C'est ça. Sachant que sur les plans, premier plan, c'est 9 millièmes de centimes, je crois, Mm. l'action. C'est pas grand-chose, mais quand vous arrivez à 100 000, 200 000 actions par mois, il faut peut-être se poser la question de peut-être passer Oui. sur autre chose. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que peut-être à un certain niveau de business, ça, si vraiment on est dans cette idée comment dire, de grandir, de passer les échelles, les étapes, à un moment donné, le no-code, c'est pas que ça suffit plus. Ça peut toujours suffire, je pense, mais ça peut certainement coûter plus cher sur le long terme versus faire appel peut-être à un dev qui va. En fait, ça coûte forcément, là on part sur un débat code versus no code, grand Ouais. classique, ça coûte forcément plus cher pour le coup, et surtout les deux n'ont pas du tout la même optique. Le no Ok. code, ça permet de tester très rapidement, Ouais. d'implémenter des petits trucs, etc., Mm. des petites automatisations, quelle que soit la taille de l'automatisation. Là où quand on parle de code, on va parler de joint de développement, de cycle de développement, un truc Et beaucoup plus oui. lourd. Par Mm. contre, il sera beaucoup plus robuste. Et attention à tous tes auditeurs qui ont des business qui frôlent avec le RGPD, la plupart des outils no-code que vous utiliserez ne sont pas du tout RGPD. Make n'est pas RGPD, Zapier n'est pas RGPD, Notion l'est encore moins, Airtable, j'en parle pas, etc., etc., etc. Il y a très peu d'outils qui le sont. Alors, en fonction de taille de business, c'est pas très grave, mais sachez que pour certains business un petit peu sensibles, ça peut poser problème. Faites très très attention à ça. C'est un des gros avantages d'Envitel qui est européen, qui est allemand, pour être honnête. Mais bon, N8N tourne, il me semble, de mémoire sur des serveurs Amazon Web Services qui sont américains. Voilà, C'est voilà. compliqué, hein, ces histoires C'est très RGPD. compliqué. C'est très compliqué. Je m'y frotte en ce moment, justement, quand tu développes une app, tu te poses ce genre de questions. C'est très casse-pied. Oui, très casse-pied. Ok. Dernière petite question. Si concrètement on veut travailler avec toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de justement des services que tu proposes? Comment ça se passe? En gros, est-ce que tu travailles que sur le long terme? Est-ce que tu peux faire des one-shots? Comment tu fonctionnes? Alors j'ai trois types de services. Le plus gros, on va dire, avec celui que je vends le plus et celui qui m'intéresse aussi le plus, et là où je pense qu'il y a le plus de valeur ajoutée, Oui. c'est en effet l'accompagnement long terme. Donc ça consiste très simplement, alors pas vraiment à intégrer l'équipe, mais à travailler de concert avec aussi bien l'équipe, les dirigeants, etc., sur comment on fait en sorte de travailler plus efficacement avec plus d'efficience dans l'entreprise. Ok. Donc ça veut dire, on a déjà parlé, mettre en place des process, comprendre pourquoi ça fonctionne pas, comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., mettre en place d'automatisation et ainsi de suite. Ok. Donc c'est vraiment un package qui va aussi bien de la partie, on va dire, process, implémentation, automatisation, mais aussi bien un petit peu ce que moi j'appelle la partie équipe, qui n'est pas du management d'équipe, hein, je n'aurai pas de rôle opérationnel dans l'entreprise. Par contre, c'est comment on fait en sorte pour mettre en place le bon environnement, les bons process, pour que vos équipes puissent performer, etc. Voilà. Ça, c'est un accompagnement long terme, minimum 6 mois, en dessous, ça fait aucun sens. Entre Ok. 6 mois et un an, voire plus, ça fonctionne bien. Deuxième niveau, c'est un peu plus du one-shot, c'est bah voilà, j'ai un grand process qui déconne, qui fonctionne pas très bien, j'aimerais gagner du temps, etc. C'est un peu le même truc que le premier, mais sur des temps plus courts et vraiment focus sur un process. Oui. Euh, il y a un peu moins de synergie parce que du coup, je travaille pas avec toute l'entreprise et forcément, on va perdre un petit peu l'interface et on a des petits machins qu'on peut optimiser, etc. Et le dernier chose qui parfois m'amuse beaucoup, mais qui est finalement le moins rentable pour tout le monde, c'est la partie mise en place d'automatisation, où là, il y a un besoin défini, je vais un peu challenger le process pour comprendre quelle est la Mm. problématique, et après, ça se résout en deux, trois cuillères à peau, deux, trois coups de mec ou trois scénarios. Ce qui pour moi est la partie la moins intéressante parce que j'aime beaucoup travailler sur l'intégralité du système. Je parle de système. Mhm. Voilà. Du coup, ça, je le fais beaucoup pour les amis, pour dépanner ou quand vraiment on me demande ou des connaissances, mais c'est clairement pas un service que je pousse en avant. Je suis vraiment plutôt sur les deux trucs du dessus qui sont du plus long terme. Voilà, je travaille rarement en dessous de 3 mois avec un client. Ça fait très peu de sens pour moi, par exemple. Ok. Eh Voilà. ben, merci pour ta réponse. Je comprends totalement ta façon de travailler. J'ai un peu la même parce que c'est compliqué quand on travaille comme ça. Tu vois,
comment dire, on a ce profil intégrateur. Et quand tu as ce type de profil-là, c'est très difficile d'être efficient sur une mission sans en comprendre un peu tous les tenants et aboutissants. Tout à fait. Voilà, ça explique pourquoi tu Ouais. travailles sur le long terme comme ça. Parce que comme tu dis, tu peux arriver, intervenir, régler une petite broutille, j'en sais rien, une automatisation qui fonctionne pas, j'ai un problème avec ActiveCampaign, machin. Tu vas arriver, tu Mm. vas comprendre et tu vas résoudre le problème. Mais si tu veux avoir de l'impact sur tes clients, en effet, bah, tu as besoin de les connaître, de comprendre comment ils fonctionnent, la culture Exactement. d'entreprise, etc. Voilà. Tout à fait. Tout à On se fait. comprend. On se comprend. Et juste, il y a un petit slogan dans mon ancien métier qui disait la somme des optima locaux n'est pas égale à l'optima global. Et donc, c'est un rappel qu'il ne faut pas chercher à optimiser chacun des petits morceaux de process ou chacun des petits périmètres de l'entreprise, mais Mm. ce qu'il faut chercher à optimiser, c'est l'intégralité de l'entreprise. Et c'est pour ça que plus on prend une Hmm. vision large et un système haut, plus on sera efficient dans la résolution de problèmes et dans le fait d'arriver à activer et à délivrer de belles choses. Merci pour cette dernière précision. Écoute Antoine, on se retrouve dans d'autres épisodes où on t'a déjà retrouvé dans d'autres épisodes. Je ne sais pas encore l'ordre dans lequel je vais procéder. Un immense merci de nous avoir fait un peu rentrer dans tes coulisses, ta manière aussi de voir ton métier, parce que c'est important et intéressant, je trouve, parce que bah, on se rend pas toujours compte, en fait, on parle beaucoup de process, de no-code, de tout ce que tu veux, mais on se rend pas toujours compte de concrètement c'est quoi si je prends un service à ce sujet, qui pourtant est très intéressant, enfin, utile au final. Si j'ai peut-être une toute dernière question, excuse-moi, qui me vient là, Oui. c'est en termes de niveau business, est-ce que tu saurais dire là où toi, ou en tout cas le genre de service que tu vas proposer est le plus justement efficient, efficace? Je te fais un tout petit schéma par rapport à moi, comment je vois un peu les choses. Les problématiques structurelles, je les vois un peu à divers niveaux. Tu as des problématiques structurelles niveau 1. Ça, pour moi, c'est les problématiques du genre les indépendants, les freelances, vraiment les solos. On a des problématiques structurelles. Je me mets dedans parce que clairement, moi, je suis prestataire de service. Mais bon, voilà, de là à aller, tu vois, recruter, faire des gros process et tout, j'en suis pas là. Il y a des problématiques structurelles niveau 2, donc là c'est un petit peu le moment où on parle dans les défis de la personne qui commence à recruter plein de freelance, etc., qui commence à se structurer. Et niveau 3, je suis structurée et je vais encore plus loin en fait dans la systématisation de mon business. On peut même aller sur des niveaux 4, 5, toi tu as travaillé sur des niveaux 55, mais quel est le moment le plus opportun pour faire appel à un architecte et un expert en automatisation, selon Euh, toi? alors, ça dépend encore une fois, parce que moi, je suis un peu spécialisé sur ce qui serait l'équivalent des niveaux 2, 3 et un peu 4 pour le coup. Mm, Pas sur le niveau 1, mais il y a des architectes process qui existent pour le niveau 1. mm. T'en fais un peu d'ailleurs, pour le coup. Ouais. Je connais d'autres personnes qui en font. Voilà, ça existe. Il y a pas de... Comment dire? Il y a pas de, il faut pas se freiner sur ah, c'est pas le bon niveau parce qu'on vous redirigerait vers le niveau. Moi, si vous me dites je suis freelance et j'ai envie de processiser, automatiser, je dirais bah non, ne commencez pas à automatiser, ça ne sert absolument à rien. Plutôt aller voir machin, 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 qui vous permettra de travailler, vous aidera dans la mise en place, dans qu'est-ce que vous avez à faire, comment vous avez à faire, etc. Ensuite, moi, j'interviens beaucoup sur, j'ai beaucoup de clients infopreneurs pour le coup, et j'interviens beaucoup sur entreprise qui soit veut croître et veut se préparer à croître, soit entreprise qui est en croissance, qui commence à se dire oh la vache, ça augmente vite, je commence à être chaud, soit entreprise qui a déjà fait son hyper Mm. croissance et sa poussée là, et qui se dit ah c'est sympa mais ouah, le taf, comment je fais? Donc il y a un peu ces trois niveaux là, sachant que le niveau ça c'est le niveau 2 et 3 et le niveau 4 en fait c'est le niveau encore au-dessus, c'est l'entreprise qui a passé le cap et qui là passe de TPE, encore un petit peu en solopreneurial, entrepreneuriat, etc., Mm. à un peu plus grosse entreprise d'une quinzaine, vingtaine de personnes. Et là, on passe sur des problématiques complètement différentes. Oui, on aura de l'automne, etc., mais majoritairement, on va avoir des problématiques de process de management, de process de direction, de process d'organisation, etc. Et alors, j'en suis pas encore là, mais des discussions avec les clients et de ce que j'en vois et de ce que j'en perçois, c'est clairement le plus gros gap à passer et là où en fait il y a le plus de risque de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on change, enfin, le dirigeant change complètement de stature, doit changer de stature s'il veut Mm. évoluer dans ce milieu-là et il faut que le dirigeant soit OK avec ça.
Et donc, ça pose bien d'autres problématiques. Voilà, on parle plus de comment je fais en sorte, on parle de leadership, de process, d'inspiration, etc. Et on retrouve toute une gamme d'outils et de problématiques qu'on retrouve beaucoup en corporate, style comment je passe l'information, comment j'aligne les gens, etc., etc. Et ça, bah voilà, ça c'est des méthodes. Il faut s'être pris les portes pour savoir comment ne pas se prendre les portes. Voilà. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Et encore, merci pour tous tes partages. Je te souhaite une très belle journée et à très vite. Merci Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.